Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'interview de Créatonic. Aujourd'hui, on accueille un nouveau créatif qui est Justin. Salut Justin. Salut. Comment ça va? Bah, parfaitement bien. Parfait, c'est nickel. Prêt à être interviewé? Ouais, en vrai, je suis excité, j'aime bien. Trop cool. Bah alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du coup de Justin, de son parcours, de ce qu'il fait aujourd'hui. Il est animateur et il a aussi une chaîne YouTube à côté. Donc parfait, puisque nous sommes aussi là sur YouTube, donc on va pouvoir parler un petit peu plus de ce sujet et on va pouvoir découvrir un petit peu tout ce qu'il a fait sur les dernières années dans son métier, dans l'entrepreneuriat créatif. Allez, c'est parti. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, tout ce que tu as fait jusqu'ici en quelques phrases? Tout à fait. Donc, Justin Buisson, motion designer et youtubeur. Motion designer plus sur le côté professionnel, et puis ensuite youtubeur, je vais raconter ce que je fais dans ma vie pro, en fait, finalement, et le détourner de manière un petit peu plus divertissante et en vulgarisant. Pendant mes études, j'ai commencé ma chaîne YouTube, et je me plaçais pas du tout comme expert dans mon domaine. Je disais juste, voilà, je partage ce que je sais faire, on aime, on n'aime pas, et surtout c'est un peu une sorte de carnet de bord, je dirais. Je vois mon évolution. Aujourd'hui, je regarde ma première vidéo YouTube comparée à maintenant, il y a quand même une grosse différence de diction, de savoir parler à la caméra, et même un petit peu le travail a évolué aussi, genre le motion design est meilleur, etc. Donc, je faisais ça en parallèle de mes études de design. Donc, j'étais dans une école, ça a duré 5 ans, et aujourd'hui, j'ai ma chaîne YouTube depuis 3 ans. Et avant ça, j'ai eu beaucoup d'autres chaînes YouTube. Ah ouais? des commentaries de gaming, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça. T'as toujours été attiré par YouTube? Vraiment, tout le temps. Depuis 2012, il fallait que je me crée une chaîne YouTube, que je fasse des montages. J'adorais ça et j'adorais ce côté partage et trop excité de savoir est-ce que je vais avoir des commentaires le lendemain. Et j'allais voir, je me précipitais, j'ai combien de vues. C'est un petit peu ce truc d'enfant quand tu regardes les YouTubeurs que t'aimais bien à l'époque et t'as envie de reproduire bêtement, naïvement ce qu'ils font. Tu le fais mal, c'est nul, mais c'est comme ça que t'apprends. Et en plus, c'est l'âge où t'apprends le plus. Et super facilement. Quand tu as 13, 12 ans, tu fais un petit peu... C'est presque un jeu, ouvrir un logiciel. Aujourd'hui, tu me dis, apprends un nouveau logiciel, je fais, waouh. J'ai plus l'âge. Oh, c'est bon. Non, je reste sur mes anciennes habitudes. Et en fait, à cette époque-là, apprends un nouveau logiciel, ah ouais, à fond. Trop hâte, trop bien, ça va être trop marrant. Ouais, t'as testé dans tous les sens et plein de sujets aussi différents. Du coup, ça t'a vraiment donné le goût de la vidéo. Ben, à la toute base, c'était la 3D. Qui est devenu ensuite le motion design et la vidéo par la suite. À la toute base, est-ce que je raconte ça? Ça t'intéresse? Bah ouais. Ah, ok. Tout m'intéresse. Tout t'intéresse. Bon, bah alors, je vais raconter beaucoup de choses alors. En vrai, ça commence avec les introductions YouTube. Donc à l'époque, 2012-2013, c'était super important. Avant son « Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo », on avait une introduction 3D, 2D, qui réagissait à la musique, etc. Et c'était vraiment la norme. On avait son pseudo, écrit dans une belle typo avec des effets. Moi, j'avais pas ça, je savais pas faire. C'est de là que vient ma première recherche YouTube, comment faire une intro sur Cinema 4D, et, qui est un logiciel de 3D. Et là, j'apprends ma première introduction. Et j'ouvre pour la première fois le logiciel After Effects, qui est donc le logiciel d'animation que j'utilise maintenant depuis, en vrai, 10 ans. Je ne l'ai pas utilisé 10 ans tous les jours, mais par-ci, par-là, je l'utilisais. Et c'est devenu plus sérieux récemment. Et en fait, c'est de là que tout part. Cette création d'une intro YouTube, c'était horrible. Hein. C'était dégueulasse. Mais j'ai eu mon intro comme je voulais. Et c'est de là que part cette envie de créer des choses en motion design. Donc j'avais quoi, 13 ans? Génial. Voilà. Ah, ça a commencé super tôt. Ouais, j'aimais trop ça. Et puis après... Moi, à 13 ans, juste, je traînais sur YouTube et je regardais toutes les vidéos marrantes. Toi, tu t'es dit, OK, je vais refaire toutes les vidéos marrantes. Ouais, c'est ça, j'avais trop envie. Je sais pas pourquoi ça me passionnait. Et ensuite, j'ai fait des intros pour des amis. Je leur ai fait leur animation gratuitement. Et je découvre petit à petit que ça a un prix. Et voilà, vers 14-15 ans, je me crée un PayPal. On me paye pour des introductions. Et je deviens une petite référence dans une niche. Ah ouais. À l'époque, j'avais 19 000, 20 000 abonnés. Et j'étais le créateur d'introduction Minecraft de youtubeurs un petit peu connus du moment. Et j'étais une petite ref, sans me vanter, j'étais une petite ref. Mon pseudo, c'était Flows,
Flows Designs. Génial. Et je faisais des intros pour des youtubeurs qui avaient 300 000, 400 000 abonnés, qui étaient ultra à la mode à ce moment-là. Et puis après, j'ai arrêté la période du lycée, parce que trop la honte, petite crise d'adolescence, Oh non, ce c'est truc trop de dommage. regard des autres, trop peur de ça. Et puis ensuite, j'arrive, je fais mes études, et là, je me dis, j'aimais quand même bien faire du YouTube. Le confinement arrive, je me dis, c'est le moment ou jamais, je suis seul chez moi. Et si je faisais ce que j'aimais toujours faire depuis le début, je le refais. Et là, je commence ma chaîne YouTube, qui est juste un buisson aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Ok. Il y a 3 ans, du coup. Oui, et du coup, c'était pas la première fois que tu étais non. sur YouTube. Tu avais Non. déjà des codes, tu savais à peu près comment ça fonctionnait. Bon, après, entre 2013 et 2023, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voire même avant 2020, du coup, Ouais. puisque tu as commencé pendant le confinement. Mais tu avais déjà une bonne base. Tu partais pas de zéro. C'est pour ça que ça allait si vite, en fait. On peut dire qu'il y a quelques codes YouTube que je maîtrisais et quelques vannes que j'ai reproduits de ce que j'ai vu. Non, en fait, on ne fait que reproduire l'inspiration qu'on a pu voir. Donc en vrai, ouais, je pars pas de zéro, je dirais. Oui, et puis je pense que toi aussi, tu as un certain œil critique qui s'est développé sur toutes ces années, puisque quand tu es ado, comme tu dis, c'est surtout de la copie. Ouais. Enfin, tu regardes, tu vois, tu as un truc que tu aimes trop, tu trouves trop stylé, tu as envie juste de le refaire. Exactement. Plus que de la créativité pure. Et du coup, tu as déjà cet œil un peu critique quand tu arrives en 2020 en disant « Bon alors, qu'est-ce qui fonctionne par ici ?» Ouais, c'est ça, ouais. Et tu as réussi un peu à analyser des chaînes de créateurs dans ta niche. Tu avais déjà un petit peu cette réflexion de positionnement. Je vais me positionner dans le sens, mon métier, j'ai envie de le vulgariser, ou juste tu as fait un truc fun au début. En fait, c'est marrant parce que j'ai tapé le terme graphisme sur YouTube et il n'y a pas grand-chose qui sort à part des chaînes anglophones que j'aime beaucoup. Mais en termes de francophone, il y a cette chaîne qui s'appelle Balo qui sort. Et donc, à l'époque, il a 15 000 abonnés. Donc, encore accessible, je dirais. C'est une personne que tu peux aller contacter, il va peut-être te répondre et tout. Et c'est là que ça démarre. Je poste ma première vidéo. Il fait des redesigns de logos, lui, sur sa chaîne principalement, à cette époque-là, en 2020. Et je me dis, je vais faire pareil. Encore une fois, ce système de copie, mais je vais le dire dès le début de la vidéo, je l'assume, je le cite, etc. Et je lui dis, on a tous une vision différente dans le redesign de logo. Et moi, j'apporte ma vision, mais je respecte celle de Balo. Et le concept de Balo, qui était sur les redesigns de logo, était lui-même déjà pris d'un anglais. Okay. Donc au final, on ne faisait qu'une boucle vertueuse de partage entre nous. Et il n'y avait pas de prétention de voler de contenu. Et donc ensuite, je lui envoie un message, je lui dis, moi, mon métier à la base, c'est pas refaire les logos, mais c'est faire de l'animation. Enfin, mon métier, ce que j'apprenais à ce moment-là. Et donc, il me répond, il me fait avec plaisir. Et on combine 2 vidéos ensemble. Lui, il va redesigner des logos de ses abonnés. Okay. Il va m'envoyer ses redesigns. Et moi, je vais les animer. Génial. Ce qui fait que dans sa vidéo, il sort ensuite sa vidéo. Et il dit, allez voir la chaîne de Justin. Il a animé mes redesigns, si ça vous intéresse. Et là, j'ai eu un coup de chance monumental. Pile à ce moment-là, Balo explose. Sa chaîne passe de 15 000 à 80, 90 000 abonnés en l'espace de 2-3 semaines, 1 mois. Et il sort sa vidéo pile quand il est à son prime. Tout le monde commence à le découvrir. Et je prends genre 12 000, 14 000 abonnés d'un coup. Les gens vont tous sur ma chaîne. Ma vidéo, elle prend de ouf. Donc c'est vraiment un coup de chance. Et c'était sans volonté de ça, puisque je l'ai contacté quand il avait 15 000 abonnés. C'était juste, viens, on collabore dans un milieu qui n'a pas l'air très actif sur YouTube. Donc encore une fois, il n'y avait pas cette volonté de « je suis un entrepreneur, start-upper, je vois une niche, je rentre dedans ». C'était « on s'amuse, ah tiens, ce terme, on n'en parle pas sur YouTube, je vais en parler ». Voilà, c'était ça l'essence même du truc. Et ça a lancé, le fait que Balo explose, ça a aussi lancé un peu ma chaîne. Et puis après, voilà, j'ai fait des vidéos, j'ai avancé. Voilà. Après, effectivement, tu dis, on est là pour s'amuser, on a fait un truc fun, mais il y a quand même un tout petit peu on essaye quand même de faire un truc qui fonctionne. En tout cas, qui nous plaît et qui fonctionne et qui est quand même destiné à une certaine catégorie de personnes. Ah, oui. Les gens intéressés par le graphisme. Ouais. Même si c'est pas un positionnement, comme tu dis, de start-upper, hyper stratégique, dans tous les sens. C'est pas non plus une chaîne, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent comme ça, de YouTube où ça, juste, je partage ma vie et on verra ce qu'il en sortira. T'as quand même essayé de te cibler à peu près dans ton domaine, l'animation, le graphisme, un chouille plus précis, quoi. En fait, je pense que c'est l'inconscient de, comme tu disais tout à l'heure, de tout ce que j'ai pu voir dans les 10 dernières années quand je faisais mes petites chaînes YouTube. Inconsciemment, j'ai dû le faire robotiquement parce que je sais que ça marche et j'ai vu des chaînes marcher comme ça.
Mais mon intention première n'était pas d'en faire un business ou de gagner ma vie avec. Aujourd'hui, c'est cool, c'est arrivé avec. Parce qu'il y avait probablement cette volonté. Peut-être que ça se reflétait en moi, je sais pas, hein, je parle pas à la place des gens, mais peut-être que ça se sentait que j'avais envie de bien faire. Et peut-être que du coup, ça a bien marché comme ça. Je sais pas, hein, on n'aura jamais les réponses à ces questions-là. En vrai, c'est le public qui décide. Bien sûr. Et c'est surtout une question de timing aussi, je pense. Oui. C'est vrai. Après, la chance, ça arrive. Il y a toujours un petit facteur chance à un moment. Comme tu dis, là, la chance, ça a été que Ballo a explosé. Ouais. Il a eu une vidéo qui arrivait au bon endroit, au bon moment, ça a explosé, ça t'a emporté avec. Ouais. Mais il y a aussi d'autres choses qui ont été mises en place avant. Le fait que tu connaisses déjà YouTube, que tu avais déjà fait d'autres chaînes, enfin, c'est pas sorti de nulle part, tu ne sortais pas de nulle part aussi. Il y a aussi le fait de faire des feats. Ouais. Au final, moi qui ai commencé YouTube toute seule dans mon coin en 2019, jamais ça me serait venu à l'esprit de collaborer avec quelqu'un. Pour moi, c'était du genre, je sais pas, je fais mon truc dans mon coin et si les gens aiment bien, il faut qu'ils s'abonneront. Mais non, ça c'est aussi un réflexe de youtubeur. C'est vrai, dire, ouais, j'avoue. Je vais collaborer avec des gens de ma niche pour essayer de grossir. Et moi j'appelle ça de l'échange d'audience, tout simplement. Donc si on a des sujets similaires, peut-être que son audience, elle va aimer ce que je fais et puis mon audience va aimer ce qu'il fait et du coup on monte ensemble, quoi. Mais c'est déjà un réflexe, tu vois, de quelqu'un qui connaît un peu YouTube. Ouais, c'est possible, ouais, j'avoue. Toi, ça t'arrive pas de te dire, je sais pas, il y a quelqu'un que t'admires dans ce que tu fais et tu t'es pas dit, je vais peut-être lui envoyer un message, je peux peut-être faire totalement. Okay. Si, mais je sais que c'est pas le réflexe de tout le monde. Okay. Moi, je suis très sociable dans le sens où j'aime rencontrer du monde. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur Instagram. Donc pareil, dès le début, dès 2020, je discutais avec plein de gens sur Insta, avec des gens qui avaient des petites communautés, des moyennes, des grosses, enfin n'importe. Si la personne, ça me plaisait, ce qu'elle faisait et que ça me parlait, je discutais avec les gens. Mais alors, sans aucun problème. Et au final, c'est ces personnes qui ont parlé de moi en story, qui ont parlé de moi pendant des challenges qu'on a fait. On a organisé des trucs ensemble et ça nous tire tous vers le haut, au final. Ah oui, bien sûr, c'est une boucle vertueuse, en vrai. Exactement. Donc collaborer, c'est toujours une bonne idée. Du moment que c'est dans le même domaine. Ouais, c'est vrai. Parce que ça marche. Moi, si une fois, j'ai pas collaboré, mais on a parlé de moi. Une fois, il y a une influenceuse beauté, mode, qui a parlé de moi dans ses stories. Parce que je l'avais dessiné. J'avais pris une de ses photos pour refaire un dessin, un petit portrait pour m'entraîner. Elle m'a mis en story. Mais elle, son audience est là pour cette nana-là et surtout pour la mode et la beauté. Une illustratrice, ils en ont rien à faire. Aïe, aïe, aïe. Elle a 200 000 abonnés. Ouais. Moi, j'ai gagné 0. Mais c'est normal. On n'a pas du tout la même audience. C'est intéressant, ça. Donc, son audience n'est pas intéressée par ce que je fais. Par contre, si je collabore avec une autre illustratrice ou quelqu'un qui est dans stratégiquement mon domaine ou quoi que ce soit, là, les gens ils vont se dire « Ah ouais, si j'aime ça aussi, ça revient dans le même domaine et c'est intéressant, quoi. » Donc effectivement, il y a quand même des réflexes de créateurs, tu vois, qui sont même peut-être, tu me dis, inconscients, mais je pense que tu consommes énormément de chaînes YouTube, non ? Du coup, tu l'as intégré. Ouais, c'est ça. C'est dans un mécanisme dans ma tête. Et regarde, t'en fais tout le temps. La dernière vidéo que t'as filmée, vous êtes 4 youtubeurs à l'intérieur. Après, c'est rare. Je me permets de bien le doser. Bien sûr. Je suis quand même là, 85% de ma chaîne, je suis seul. Je me garde un petit 15% où on invite des gens, on veut les faire revenir. Ballo, il a dû être sur ma chaîne 3 fois en 3 ans, donc une fois par an. C'est chouette déjà. Je pense que je suis pas dans l'abus. Ouais. Et je trouve que c'est bien de doser. Sinon, c'est ce qu'on appelle un peu le fit and fun. Ça peut vite être énervant. On a vu ça avec, je m'écarte un peu, mais avec McFly et Carlito, qui leur concept même est d'inviter des personnes connues, et c'est du fit and fun. On s'amuse, on fait n'importe quoi. Et ça a été beaucoup critiqué dans les dernières années. Ça énerve les gens. Enfin, la plupart des gens aiment, et la plupart des gens sont hyper énervés parce que ça mixe des communautés qui n'ont rien à voir entre elles. Et c'est un phénomène social très intéressant, tout ce mélange de communautés qui peut être mal vu et mal perçu. Ah ouais. Que des fois, il faut mieux être resté dans sa niche. Alors moi, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais c'est quelque chose qu'on a pu remarquer, quoi. Ok. J'y pense là, mais... Mais après, toi, de toute façon, là, ton but avec ta chaîne YouTube, c'est aussi de vulgariser ton métier. Ouais. Donc, de montrer un petit peu ce que tu fais au quotidien et surtout ce que tu sais faire en tant qu'animateur. Mais ça t'a servi aussi pendant tes études, puisque tu as commencé ta chaîne YouTube en plein milieu de tes études. C'était vraiment quelque chose que tu voulais pour aller plus loin, par exemple, dans tes projets d'école ? Ou c'était
pour le fun, vraiment. Vraiment, tu l'as dissocié complètement avec tes études. Au début, je l'ai dissocié parce que je voulais pas trop empiéter. Et même, j'aime pas être trop lourd en disant « Regardez, je fais ça, vous avez vu ». Moi, j'aime bien poster, on verra si ça touche des gens. C'est pas trop ma personnalité. Par contre, j'ai utilisé des projets de cours pour en créer des vidéos YouTube parce qu'il y avait un sujet à aborder. On a fait par exemple une pub, on devait créer une pub fictive avec de la 3D, un peu de motion design, de la prise de vue. Je me suis dit, mais c'est un super sujet à aborder sur YouTube. Et en plus de ça, ça me fait mon rendu de cours. Donc je fais d'une pierre deux coups, quoi. Et, allez, c'est parti, ça me fait des vues et une bonne note. Allez, voilà, c'est ça. C'est un peu ce que je me dis. Et ça me crée du contenu en parallèle. Il faut optimiser son temps. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Mais sinon, à part ça, c'est quand même assez séparé. J'empiétais pas. Ok. Je prenais, on va dire, sur la fin de mes études, peut-être un tout petit peu plus la priorité sur ma chaîne YouTube. Parce que je me rendais compte que si j'accélère pas maintenant ou si je prends pas l'opportunité maintenant, elle va peut-être disparaître. Donc, je délaisse peut-être un peu plus les études. Je fais toujours mon travail correctement. Mais je mets un peu plus d'énergie dans YouTube. Justement, je voulais qu'on parle de ça un petit peu aussi. À quel moment tu t'es dit, OK, en sortant d'études, je vais être dans l'entrepreneuriat dans le sens freelance ? Ou est-ce que tu t'es posé la question, peut-être à faire un peu d'agence Ou est-ce que c'était peut-être très clair au moment où tu as lancé ta chaîne YouTube pendant les études en disant, bah non, je veux faire ça, je veux être freelance, youtubeur C'était comment dans ta tête ? C'était pas clair. Ouais, bon, d'accord, déjà. C'était pas clair. Ce qui a été clair, c'est quand j'ai fait mon alternance. Donc, dans ma 4e et 5e année d'études, on est forcé de faire une alternance, ça fait partie du cursus. Et donc j'ai fait 2 ans dans une entreprise de vidéo, donc qui s'appelle Behind the Skills. Et j'ai appris énormément de choses et j'ai un peu vu la vie d'agence. En gros, ils étaient 2 au début, j'étais leur seule personne dans l'entreprise, donc on était 3. Et là aujourd'hui, ils sont 16, je crois. Ah oui. Donc j'ai vraiment vécu le début, ils font pas d'argent. Tout maintenant, ils font de l'argent et c'est une boîte qui tourne bien. Donc je pense que j'ai quand même été un pilier déclencheur. Évidemment, ils étaient 2, ils ont fait toute leur part du travail. Mais moi, j'ai fait ma part du travail qui était la vidéo. Et ensuite, on a recruté, etc. Je dis on, mais c'est eux. Moi, j'étais l'alternant. Mais donc ça m'a donné un très gros aperçu de ce qu'est l'agence, finalement. Et donc je savais que j'adore ce format, l'agence, pas de souci, mais pas en CDI. Je crois que 5 jours par semaine à être dédié à une agence qui n'a pas ma vision, qui n'est pas exactement comme j'ai envie, moi ça me frustre un petit peu. Donc je leur ai dit, après l'alternance, je suis très chaud de continuer avec vous parce qu'on a une super relation. Par contre, je crois que j'ai envie de faire ça à mi-temps. Donc après maintes négociations, on s'est mis d'accord sur un contrat de prestation. Donc en fait, je leur offre 3 journées dans la semaine. Ok. Et les 2 autres journées, ils me laissent tranquille. C'est un peu ce que je leur ai dit, c'est le deal. Et du coup, évidemment, on fait baisser le TJM pour que ça marche. Et c'est pas du salariat déguisé, hein. Je préfère quand même désamorcer le sujet. On s'est mis d'accord, on s'est renseigné sur le sujet aussi pour pas faire des trucs bizarres hors la loi ou quoi. C'est vraiment un contrat de prestation. Je suis libre d'organiser mes heures comme je veux. On se met juste d'accord sur quel projet je travaille. Et puis à la fin, je facture, à la fin du mois. Donc ça m'assure mes revenus du mois, entre guillemets. Et à côté, je continue à développer ma chaîne YouTube, qui elle aussi m'assure des revenus. Donc en fait, j'ai un peu des revenus pas passifs finalement, c'est juste des revenus, les œufs dans différents paniers, en gros. Ah bah c'est sûr que de diversifier ses sources de revenus, c'est quand même le combo gagnant, surtout chez les créateurs, chez les créatifs, chez les artistes. Enfin, moi je le vois de plus en plus dans les gens que j'interviewe, avec les gens avec qui je parle. C'est quand même la meilleure façon de stabiliser ses revenus. Mais ce que je trouve génial, c'est que du coup, tu as un peu le pied un peu dans les 2 mondes. T'es pas en agence, mais tu as quand même un aperçu de la vie d'agence. Et en même temps, tu es sur le côté créateur, youtubeur. Et du coup, j'imagine que tu vois aussi un peu tout ce qui est la sphère freelancing, bosser depuis chez moi, tout ça. Mais parce que ça fait que 1 an au final que tu es dans le monde professionnel. Ouais. En vrai, en pure théorie, c'est septembre 2022 que je me suis lancé micro-entreprise. Ma micro-entreprise existe depuis 2018. J'avais déjà fait par-ci par-là de la prestation vidéo, des trucs pour me faire quelques contacts. Mais on va dire sérieusement, à temps plein, c'est depuis 1 an, du coup. Enfin, à cette date, on est en septembre.
Donc ça va faire 1 an. 1 an, ouais. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que tu es quand même content d'avoir commencé ta chaîne YouTube pendant tes études? Parce que j'imagine qu'une fois que tu as eu ton diplôme, c'est beaucoup plus dur de se dire, bon alors, maintenant, j'ai plus rien à faire, qu'est-ce que je fais? Je fais du freelancing ou je commence une chaîne YouTube parce que ça me donne envie? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, avec le recul, tu es content de l'avoir fait pendant tes études? Aucun regret. Ouais, trop content. Je crois que ouais, c'est... J'ai pas grand-chose de plus à dire que ouais, je suis content. En vrai, je suis content de l'avoir. Parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé moi sur mon contenu. Ouais. Et il y a des gens aussi qui m'ont déjà posé la question en disant oui, je suis en études, mais j'attends d'avoir mon diplôme pour lancer mon Instagram, pour lancer ma chaîne YouTube. Et à chaque fois, je leur dis non. Tu attends quoi? T'attends quoi? Surtout pas. C'est pas au moment où tu vas avoir besoin d'argent, justement parce que t'as plus les bourses ou t'as plus de choses à payer ou quoi que ce soit, qu'il faut lancer ton Instagram ou ta chaîne YouTube ou je ne sais quel réseau. Enfin, fais-le avant. Et ça s'est passé comment pour toi d'ailleurs? Quand t'as lancé? J'ai lancé ma chaîne YouTube, mais j'étais déjà en train de bosser. Okay. J'ai fait 3 ans de freelancing uniquement en graphisme et j'ai lancé ma chaîne YouTube à côté en plus de mes missions. Parce que ça me faisait marrer, c'était aussi pour le fun à la base. Ouais. Mais effectivement, je montais mes vidéos moi-même, mais ouais, c'était à côté. Et du coup, il faut combiner tout. Donc, tu combines... Mais comme le freelance marchait bien, ça allait. Parce que j'arrivais à être rémunérée, à faire mon salaire sur le mois et à me dégager du temps pour commencer ma chaîne YouTube. Mais rétrospectivement, si j'avais commencé pendant mes études, j'aurais commencé 3 ans plus tôt. Ah ouais, et 3 ans sur les réseaux, c'est énorme la différence que ça peut faire. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je me demandais, toi qui l'as vécu, parce que tout le monde ne l'a pas fait, est-ce que tu conseilles à des personnes de commencer pendant leurs études? Oui, parce que ça te laisse ce temps de marge où tu peux faire des erreurs sans énormes conséquences. Puisque tu es encore dans cette phase d'études, peut-être de rentrée d'argent plus faible, peut-être même de l'aide de tes parents ou peut-être l'aide de bourse, etc. Ça permet cette marge de manœuvre qu'une fois que tout est terminé et que tu es face au monde, ce soit plus simple à aborder. Oui. Voilà, tu as déjà un petit socle qui a été créé, quoi. Oui, mais non, je suis totalement d'accord. Moi, à chaque fois, les gens qui me disent « je suis en études » ou « j'ai le chômage, j'ai des aides », mais meilleure opportunité, vous avez de la chance. Je ne sais pas, ça dépend de la situation de la personne, mais c'est quand même une énorme aide à un moment T. Profitez-en pour lancer toutes les choses qui ne rémunèrent pas dès le début. Parce que YouTube, parlons-en, au début, ça ne rémunère pas du tout et tu n'as pas beaucoup de vues. Donc toi, ça allait assez vite, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Mais tu as commencé à être monétisé sur YouTube au bout de combien de temps, à peu près? Je l'étais déjà, car ma chaîne YouTube date de 2013. Ah oui. Donc malheureusement, je n'ai pas l'exemple concret Ma chaîne YouTube, elle est tellement âgée, elle était déjà monétisée de l'époque. D'accord. Mais je sais qu'aujourd'hui, les prérequis ils ont été même baissés. Il y a besoin d'avoir 500 abonnés, 4000 heures de visionnage. C'est ça le plus dur à avoir parce qu'il faut créer beaucoup de vidéos. Ou alors 10 millions de vues shorts. Ça, c'est tout récent, les contenus. Ah ouais, mais laisse tomber. Faire 10 millions de vues shorts, il faut y aller. Faut y aller. Mais c'est une possibilité d'être monétisé. Voilà. Mais du coup, même si ta chaîne YouTube était déjà monétisée, il y a quand même un moment où tu t'es bien rendu compte que ça allait pouvoir te rapporter concrètement de l'argent. Je parle pas de 20 € tous les mois parce qu'il y a des pubs ou quoi que ce soit. J'imagine que quand tu es sortie d'études, donc tu me disais que la chaîne YouTube, c'était plus un passe-temps. Au début, c'était pour le fun. Mais il y a dû peut-être avoir un moment où tu as switché en disant « Ok, ça peut réellement être un de mes canaux de revenus et je vais essayer de faire en sorte que ce soit une partie de mon CA. » Ouais, exactement. En gros, quand je suis sorti d'études, c'était déjà un peu plus concret. Pendant mes études, c'était encore le flou. Et là, depuis récemment, je dirais 6 mois, je me rends compte du vrai potentiel. Si j'enlève tout ce temps que je dédiais à cette boîte de vidéos avec laquelle je travaille actuellement et que je prends ces 3 jours pour être à plein temps sur YouTube, c'est plus que viable. Donc ça, c'était quand même un truc assez rassurant de se dire que si aujourd'hui je travaille plus en freelance avec ces personnes-là, j'ai quelque chose sur quoi me rabattre. On revient un peu sur le truc de multi-panier qui est super rassurant. Et aussi, le fait de garder les deux, je m'éloigne de la question mais je finis là-dessus, excuse-moi. Le fait d'avoir les deux, en fait, c'est que ça te fait une sorte de double salaire qui est certes peut-être plus faible qu'un gros salaire CDI, mais les deux ensemble, au final, ça fait plus. Donc c'est... je sais pas où je vais avec ça, mais j'y repensais. Ta question de base, c'était
C'est quand que c'est devenu sérieux. Ouais, que toi, tu l'as pris sérieusement Ouais. pour que tu t'es dit, je peux vraiment faire de l'argent avec YouTube. Quand j'ai vu que quand tu es dans une niche, tu vaux cher aux yeux des marques et qui sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent qu'ils le mettraient pour quelqu'un qui a une audience beaucoup plus dispersée, qui a peut-être des gens qui sont commerciaux, mais peut-être aussi des maçons, mais aussi d'autres personnes. Ça vaut beaucoup moins qu'une communauté qui est uniquement des designers. Oui. Parce que uniquement designer, c'est-à-dire si j'ai un produit qui est dans le design, dans l'organisation, dans l'entrepreneuriat, je sais que je vais toucher ma cible parfaitement. Donc ça vaut plus d'argent. Et donc, c'est devenu à ce moment-là viable, puisqu'en fait on me proposait des sommes où je me disais « Ah d'accord, ok, c'est possible et c'est même très intéressant ». Donc c'est à ce moment-là, c'est assez récent quand même. Alors j'ai eu des sponsors pendant les 3 années, qui ont d'ailleurs augmenté en prix. C'est cool de voir que plus tu prends de vues, d'abonnés et tout, plus tu vaux sur ce marché de l'influence qui est très compliqué, mais qui est assez fascinant. Et ouais, la dernière année, les derniers 6 mois ont été révélateurs sur à tout moment je peux arrêter et faire que ça. Mm-hmm. Mais donc c'est plus des dilemmes sur les valeurs que j'ai qui vont rentrer en jeu, plus que sur l'argent. C'est est-ce que j'ai envie de quitter le monde professionnel pour être uniquement dans ma bulle créative à moi, le monde des bisounours, tout se passe comme j'ai envie, ou est-ce que je reste un pied dans le monde professionnel et je garde ma croissance YouTube qui est plus faible, puisque finalement j'ai pas tout mon temps dessus, mais par contre je reste réaliste. J'ai des clients, je vois comment ça se passe sur le terrain, et dans mes vidéos YouTube, du coup, ça se ressent que je suis pas, je dirais que c'est le syndrome du prof, que je suis pas ne plus être à la page en fait. Ça me fait un petit peu peur. Et je le sens déjà quand je vois des trucs qui sortent comme l'IA, les trucs générés par IA. Ben voilà, j'ai déjà un peu ce syndrome j'ai du mal à m'y intéresser alors qu'il faudrait. Si tu veux rester à la page, il faut quand même savoir au moins ce qui se passe, comprendre qui sont les acteurs et tout. Et j'ai déjà cette flemme qui s'installe. Moi, je trouve ça hyper chouette qu'au bout de seulement 1 an à ton compte full-time, bien sûr, hors études, tu as déjà ce choix. Le choix de te dire, est-ce que je garde du salariat, je reviens dans le salariat, est-ce que je garde l'agence ou est-ce que je mets YouTube à plein temps? T'imagines, t'as 23 ans, ça fait qu'1 an que tu bosses et t'as déjà ce choix dans l'entrepreneuriat. T'es allé ultra vite parce que, après, c'est vite, mais en vrai, ça fait déjà 10 ans que t'es sur YouTube. T'as déjà en fait, c'est ça, tellement de choses avant. Je semi-bosse depuis 10 ans. Ouais. C'est sans faire c'est pas une... C'était pas voulu, mais t'étais déjà dedans. Ouais, ça. Mais c'était plus un jeu, c'est ça qui est cool. C'est l'âge où c'est plus juste pour travailler, c'est on s'amuse. Et en fait, c'est quelque part, tu forges tes compétences dans toutes ces années-là. Et ça te sert maintenant. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, aujourd'hui, tu as ce choix de pouvoir te dire si un jour, là, tout de suite maintenant, non, tu as envie de rester avec les 2 boulots, de découvrir aussi un peu plus. Enfin, ça se passe bien, tu me disais, avec l'agence avec laquelle tu bosses. Mais ça se trouve, dans 1 an, tu vas avoir envie de tout plaquer et d'être youtubeur plein temps, tu vois. Et tu vas pouvoir le faire. Et moi, ça, je trouve ça assez impressionnant. Et la plupart des gens, je pense, qui vont regarder cette interview, vont pouvoir se projeter un peu plus en disant « Ok, aujourd'hui, j'ai pas le choix. Il faut des clients en freelance et faire… » Moi, j'appelle ça la course aux clients, dans le sens où tu cours après les clients, les prestations de services, tout le temps pour essayer de gagner de l'argent. Parce qu'une chaîne YouTube, ça met du temps à monter. Ça peut mettre 3, 4, 5 ans. Des fois, si t'as de la chance, moins. Mais une fois que tu as réussi à monter et à commencer à avoir des partenariats comme ça, ça te laisse un choix qui est assez chouette. Enfin, franchement, je pense qu'on ne peut pas regretter ça. Ah, c'est génial. Et même, je ne veux pas vendre du rêve avec cette formation, genre. Et comme tu le dis, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est du boulot. C'est vraiment du travail. Et c'est surtout le temps. Le côté temps, ça peut ne pas prendre pendant 1 an. Et d'un coup prendre. Tu es peut-être juste avant le pic où ça va prendre et tu t'arrêtes. C'est pour ça que c'est un projet que je trouve bien à mettre sur le côté. En gros, c'est tu continues ton activité pour quand même survivre, voilà, quand même générer de l'argent. Payer une facture. Et tu te gardes, peut-être tu gagnes un petit peu moins, tu prends le strict minimum pour vivre, quand même, pouvoir faire les choses de la vie. Et à côté, tu te gardes ce temps pour ce projet perso que tu montes à côté. Je ne conseille pas forcément de
tout plaquer et lancer une chaîne YouTube, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. En tout cas, c'est pas comme ça que... Il y a pour des gens pour qui ça marche, mais moi, je le vois pas comme ça. Et donc, ça va monter certes doucement, ça va prendre du temps puisque tu mets pas 100% de ton énergie dedans. C'est ma vision. Il y a des gens qui mettraient 100% et ça marche pour eux, tant mieux. Mais sur le côté safe, sur on le va côté y safe, aller moi, je suis tranquillement. Team safe, et ça monte plus lentement, mais un jour ça va prendre, peut-être. Et c'est pour ça que je veux pas vendre du rêve, mais je sais qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir, que du coup je dis dans cette formation, et plein de bonnes pratiques aujourd'hui, parce que l'algorithme change tout le temps, même l'importance des miniatures, des titres YouTube, tout ça, ça a beaucoup changé dans les 2-3 dernières années. Et voilà, je crois que cette formation que là j'écris, je serais content de l'avoir eue il y a 3 ans, pour de vrai. Ça aurait été mon livre d'étapes. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mes vidéos, comment je me fais remarquer, comment je fais rester les gens sur mes vidéos. Et ça, c'est un truc stylé, je trouve. C'est presque un mentorat, dans le sens... Mais c'est vrai, parce que YouTube... Enfin, j'ai l'impression que sur Insta, il y a tellement de contenu. Sur les chaînes YouTube, il y en a, mais en anglais. Il y en a très peu en français. Vraiment, comment construire une chaîne YouTube, tout ça. Et ça dépend en plus du sujet que tu abordes. Le vlog, ça n'a rien à voir avec des vidéos tuto, qui n'a rien à voir avec de la vulgarisation. Enfin, il y a plein de façons d'aborder YouTube, et au début tu es obligé de tâtonner, et forcément sur Insta tu peux publier 1 fois par jour. Tu vas y arriver en bossant 1 fois dans la semaine. On va avoir assez de contenu pour publier tous les jours. Sur YouTube, la première fois que moi j'ai monté une vidéo, ça m'a pris 10 heures. C'est ça, tu découvres. C'est chronophage, long, 30 vues. C'est ça. La première 30 vues, ça peut vite décourager par rapport à Instagram, mais par contre, quand ça prend, moi je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence. Et ce que je dis beaucoup dans ma niche, moi chez les illustrateurs, c'est que sur Instagram, il y a pratiquement, j'imagine 85-90% des illustrateurs francophones qui sont sur Insta, qui ont un Insta. Ouais. Combien y a-t-il d'illustrateurs, allez, encore plus précis, d'illustratrices francophones sur YouTube? Je pense que je peux les compter sur mes mains. Ouais, c'est ça, j'aurais dit 4, 5. Peut-être un peu plus. Après, que je connais. Voilà, Mystique, exactement. Ectomorph, toi. Exactement. Vraiment, qui ont plus de 10 000 abonnés et un peu de visibilité, je pense qu'on est moins de 10. Ouais, c'est possible, ouais. Il y a une porte ouverte. Mais bien sûr. Qui est énorme. La porte, on peut lui mettre un énorme coup. Ah non, elle est déjà ouverte. Ouais, ce serait quoi la métaphore? Je sais pas. Elle est ouverte. Il y a juste à la passer. Et c'est genre beaucoup plus dur à la passer que sur Insta, TikTok et tout. Mais il y a une place énorme. Et ça, je pense que les gens, ils ont ultra peur de YouTube parce qu'il y a tellement de taf derrière, beaucoup plus que sur TikTok ou Insta. Mais au final, il y a tellement de choses qu'on peut développer. Et comme tu disais, il y a seulement 3 ans, il n'y avait pratiquement rien en graphisme sur YouTube, sur le YouTube francophone. Francophone, on va préciser. En anglais, il y a toujours... ça a bombardé à fond. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup... grosse exposition dans le francophone design. Mais encore aujourd'hui, ça reste quand même relativement faible. Pareil, vulgarisation, graphisme, design et compagnie. Pareil, en dessous de 10, quoi, que je peux citer, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie place, comme tu dis. Et faut juste vouloir y mettre le travail. C'est ça, et aussi c'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr que non. C'est vraiment pas fait pour tout le monde parce que, comme tu dis, il y a plein d'illustratrices qui ont vraiment... Elles ont tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une chaîne YouTube qui marche. Mais peut-être qu'elles n'ont pas envie de se montrer et pas faire du théâtre devant des vidéos, enfin devant la caméra. Parce qu'au final, c'est comme du théâtre un petit peu, c'est savoir raconter des histoires, savoir s'exprimer, etc. Et tout ça, ça vient pas forcément... De toute manière, moi je pense que pour partir sur de la création de ce type de contenu, qui est ultra long en plus à l'apprentissage et à la réalisation, faut quand même que tu y vois le côté fun. Si dès le départ, quand on t'évoque la création d'une chaîne YouTube, t'as l'impression que c'est une corvée, que ça va juste te faire, désolé du mot, mais te faire chier, c'est que c'est pas pour toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'autant, moi j'ai commencé, je trouvais ça trop fun. Ouais, je pense que toi aussi. Trop bien, c'était trop bien. Voilà, donc moi, une personne qui nous regarde, là, si elle se dit, moi j'ai envie, ça me paraît fun, commencer à filmer, raconter des choses, c'est quelque chose qui me donne envie, là oui. Ils mettent le boulot, ils mettent les heures à charbonner pour pouvoir apprendre. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Au début, c'était fun.
Maintenant, ça se transforme de plus en plus en pression quand même. Oui. Pression de vouloir Ça, c'est à nous de faire gérer après. C'est ça, c'est à nous de gérer, mais c'est quand même important à dire que quand tu connais quand même beaucoup de vues sur tes vidéos, il y a une attente que tu te mets toi-même, mais qui se crée. Et quand même, il y a quelques spectateurs qui te le font savoir dans les commentaires, qui disent « Ah, j'aurais bien aimé voir ça, machin ». C'est des suggestions, c'est bienveillant. Mais des fois, tu fais « Ah ouais, là, il y a quand même des gens qui commencent à attendre des choses de moi ». Ça met une nouvelle pression dessus. Après, tout dépend comment tu gères la pression et comment tu abordes ça. Moi, je sais que ça m'a atteint un petit peu. Donc forcément, ce fun, c'est accompagné d'un nouveau feeling qui est la pression. Peut-être que je me lâche moins qu'avant, que je pouvais le faire au tout début, où j'étais très naïf. Je postais ma vidéo, je laissais des vannes, je laissais des trucs, j'en sais rien, je rotais un moment, je laissais, parce que je me dis, ouais, on s'en fout, ça va être vu par personne. Et aujourd'hui, je me fais, oula, peut-être ça peut être mal interprété, ah ça peut être mal vu. Vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui voient ce contenu, tu fais plus attention. Après, effectivement, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à redire. Ça, c'est tout le temps. Faut s'y attendre, ouais. Pas dès le départ. Si vous commencez votre chaîne YouTube aujourd'hui, tranquille, ça va pas être dès le départ. Normalement, ce sera du soutien, plutôt. Oui, au début, c'est beaucoup de soutien. Totalement. Mais après, par contre, effectivement, quand on commence, je trouve, à monétiser, à professionnaliser, moi maintenant que j'imagine que toi c'est pareil, on commence à recevoir des mails pour des partenariats, des choses comme ça, on se dit, oula, il y a quand même des gens qui regardent ma vidéo, qui peuvent potentiellement me proposer du boulot derrière. C'est trop bien, c'est le but. Hein. Moi, je suis totalement d'accord pour monétiser ma chaîne YouTube comme vous voulez. Hein. N'hésitez pas, mon mail est là. Voilà, exactement. Mais en même temps, on fait un petit peu plus attention effectivement à ce qu'on met, mais il faut rester aussi authentique. Il y a une chose aussi que j'adore dire par YouTube par rapport à Insta. Des fois, on me demande c'est quoi la grosse différence. C'est que sur Insta, les gens, ils passent moins d'une minute avec vous. Alors même maintenant avec les Reels, 7 secondes, 8 secondes. Sur YouTube, vous arrivez à faire en sorte que les gens passent 15 minutes avec vous. C'est énorme. 15 minutes ça n'a rien à voir. Dans une journée de quelqu'un qui a décidé volontairement de rester sur ta vidéo, ça a une valeur de fou. Et même les marques l'ont compris puisque ça continue, le marché de l'influence continue d'exploser et tout. C'est vrai ce que tu dis. Mais totalement. Ouais, c'est totalement vrai. Imagine que aujourd'hui, on a tous les deux pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube. Les gens, en plus, ils binge-watch. Ouais. Quand moi, je sais, ils me le disent, quand ils viennent de me découvrir, ils regardent une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Du coup, 4 vidéos de 15 minutes, ça fait 1 heure. Ouais, c'est énorme. Les gens, ils passent plusieurs heures avec moi. C'est ouf. Dès le début, quand ils me découvrent. Et ça, je trouve ça incroyable pour l'engagement, dans le sens où ils ont vraiment l'impression de me connaître au bout d'1 heure. Ouais, c'est trop bien. Et au moins, c'est flippant en même temps. C'est flippant. Après, c'est que mon côté pro. Je mets pas toute ma vie perso sur YouTube. Hein. Je ne fais pas des vlogs de ma vie ni rien. Ça reste très comme toi. La vulgarisation de mon métier, du freelancing. Et du coup, je trouve ça génial. Et effectivement, derrière, j'ai des marques. J'ai décroché des clients grâce à ma chaîne YouTube parce que ils ont eu le temps de me voir pendant presque 1 heure et à voir mon expertise, à m'entendre parler. Et je trouve que c'est la grosse différence avec Insta. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Insta, j'ai eu que récemment ce que tu vis un peu toi, finalement au quotidien. Ouais. Quand même une communauté assez importante. Moi, sur Instagram, j'étais moins actif avant. Je mettais tout dans YouTube. Et là, voilà, avec le développement des contenus courts, j'ai commencé à les mettre sur TikTok et sur Reels. Ça ramène beaucoup d'abonnés sur la chaîne YouTube, donc c'est rentable, même si je suis pas pour les contenus courts dans leur façon d'être consommés. C'est un peu des contenus qu'on met à la poubelle, genre c'est regarder une fois et on l'oublie. Alors que je trouve qu'une vidéo YouTube, ça reste dans le temps, ça peut même rester 2-3 semaines un peu dans ta tête, si tu as vraiment aimé une vidéo. Puis même peut-être un jour, tu vas y repenser, tu vas repenser à un YouTuber, tu vas dire « Ah ouais, j'avais adoré cette vidéo d'il y a 3 ans ». Et je crois pas qu'on puisse dire ça de TikTok ou de Reels, c'est mon point de vue, mais je crois qu'il y a tellement de contenus courts que c'est Louisa qui me disait ça, c'est un peu des contenus que tu mets à la poubelle. Et je suis un peu d'accord avec ça. C'est pour ça que sur le contenu court, je suis allé dessus pour grossir ma communauté, parce que c'est le jeu, il faut savoir jouer avec les algorithmes aussi. Mais je ne suis pas 100% pour, et je mets moins d'attention dans un contenu court que je le mettrais dans une vidéo longue, où là je mets tous les détails que je veux, j'adore ça, etc. Peut-être aussi, et ça se ressent. C'est générationnel aussi, je pense. C'est peut-être générationnel, mais bon, après, comme je te dis, 15 minutes avec le créateur,
Enfin, ça se ressent, tu mets vraiment de l'attention, mais surtout sur la C'est lumière, gentil. sur le cadrage, sur les détails, sur les b-rolls, Merci beaucoup. Mais c'est vrai. C'est gentil. Moi, j'adore. Ça fait plaisir. Par rapport à quelqu'un qui filme vite fait ou qui fait pas de montage derrière, il met juste le rush principal et tout. Après, chacun ses goûts sur YouTube. Ah oui, mais il y a de la place pour tout. Bien sûr. Il y a des vidéos où c'est juste le créateur qui parle. Ça peut être tout aussi intéressant qu'une vidéo surmontée. Il en faut pour Donc, tous les goûts, de toute façon. Vraiment. Et puis surtout, il y a un vrai truc des fois, juste poser devant une caméra et on dit des vraies choses. Et ça rassure aussi les gens, ce côté très proximité. Il ne s'est pas caché derrière un montage de fou, plein d'effets. Ouais. Non, c'est juste une discussion révélatrice peut-être sur un sujet qui peut vraiment refaire la journée de quelqu'un ou le motiver à quelque chose. Il faut de tout, comme tu dis. Donc voilà. Ouais, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup de boulot, mais au final, ça peut vraiment valoir le coup pour avoir une chaîne YouTube qui se développe et qui est surtout beaucoup plus ancrée dans le temps, comme tu dis. Instagram, si tu l'abandonnes au bout de 2 mois, bah, tu vois vraiment les stats descendre. Alors que YouTube, en 2 mois, ça n'a pas forcément le temps de descendre, ça continue de tourner. Moi, j'ai des vidéos de 2019, on est en 2023 là, qui tournent C'est fou, ça. encore. Ouais, c'est trop bien. Et qui, tous les mois, elle me rapporte plein de vues, elle me rapporte en plus de l'argent, vu que je suis monétisée. J'ai des liens d'affiliation dedans, et ça continue aussi à m'apporter des vues, à m'apporter de l'argent, 4 ans après. Ouais. Alors qu'Instagram, c'est impossible de faire Ça, ça. c'est les fameuses vidéos intemporelles Ouais. qui sont, selon un terme de recherche Google, parfaitement référencées. Et il y a toutes les réponses que tu veux dans cette vidéo, C'est ça. quelconque la date, peu importe la date de la vidéo. Tu as tout ce qu'il te faut dedans, parfait, la recherche YouTube a été nickel. Et ça, c'est les vidéos qui sont hyper rentables. Sur la longueur. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça trop bien d'avoir ajouté cette carte sur notre... aussi bien toi que moi, dans nos activités, sur nos différents canaux de revenus. Et même... après, je sais pas combien ça fait en pourcentage de ton CA, juste ta chaîne YouTube. Tu dirais, pour pas dire des chiffres, si tu n'as pas Aujourd'hui, envie. je suis sur je pense 60 c'est mon activité à côté, Ouais. et 40 ma chaîne YouTube. C'est énorme déjà. C'est pratiquement moitié-moitié. Pratiquement Presque. moitié-moitié pour Mais- pas moitié-moitié du temps mis dedans. Donc je me dis que Ouais. si je mettais C'est tout le rentable. temps, bah, je serais peut-être à 100%. Ça marcherait quoi. Ouais. Non, mais c'est déjà vachement bien. Ouais, c'est énorme, déjà c'est trop Pour bien. justement seulement 2 jours Ouais, par c'est trop semaine, bien. t'es pratiquement à la moitié en 3 ans de temps, on va dire 3-4 ans, parce Ouais. que t'as commencé à peu près en 2020, c'est ça? Oui, 2020. C'est déjà énorme, je trouve. Et c'est pérenne. Comme tu dis, si dans un an, t'as envie de dire « Je plaque tout, je m'en vais à l'autre bout du monde et je serai youtubeur plein temps », bah tu peux. Tu peux, mais gardons en tête, c'est quand même une plateforme où on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah bah bien sûr, Et si c'est ça, YouTube il y a- veut te virer, il te virera, mais Ouais, c'est ça, ça prends reste ce qu'il y a quand à même. apprendre et, Ce qu'on ne te volera pas, ça c'est sûr, c'est tes compétences. Oui. Donc ça, tu les gardes de toute manière. Mais il faut faire attention de... Moi, je pense, je suis toi encore une fois team safe, tu le vois. Tout plaqué pour YouTube, moi, ça serait réfléchi, méthodique, un peu lent dans la transition, c'est ma façon de faire. Et donc, je conseille pas forcément le plaquage, qui peut être fonctionnel. Hein, qui est vraiment... Il y a eu plein d'exemples qui ont montré que ce que tu dis là, ça fonctionne. Mais moi, j'ai toujours un petit peu cette peur et je suis team safe. Mais c'est très bien d'être Ouais. team safe. Il y en a beaucoup, il y en a énormément qui sont Ouais. team safe. T'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Team plaquage, on verra. On verra. Un jour peut-être sur Un un jour. coup de folie, mais pour le moment, c'est niette. Et c'est très bien. Du coup, tu as commencé à avoir plusieurs contacts de sponsors cette année. Mais c'est quoi le type de marque qui te contacte, le type d'entreprise et qu'est-ce qu'elle te demande à peu près? Donc, j'ai eu quelques partenaires comme Asus, Milanote, Smash, Adobe aussi, Fiverr. Et en fait, c'est des marques qui viennent me voir car elles savent que ma base d'utilisateurs peuvent être intéressés dans leurs produits. Exemple, Asus m'envoie un ordinateur. Je fais tout mon concept vidéo sur cet ordinateur pour leur prouver que j'ai pu animer grâce à cet ordinateur sans problème. Et donc, en fait, c'est un peu la meilleure pub possible pour la marque puisque j'ai montré que l'ordi est puissant, j'ai montré qu'il me plaisait bien. Et en plus de ça, j'ai pu faire mon concept en toute carte blanche comme je voulais. La marque n'a pas imposé quoi que ce soit. Génial. Et donc là, on est un peu dans l'idéal. On m'a envoyé un produit que je renvoie ensuite, mais on me rémunère à la place. Et ça, c'est une première façon de faire. Et puis ensuite, il y a d'autres marques qui viennent me contacter. C'est plutôt des logiciels.
Je te donne l'exemple de Milanote, qui est un logiciel de gestion, de mood board. Tu peux aller déplacer des choses, des éléments, collaborer avec des gens. Et ben du coup, dans ma vidéo, je vais trouver un moment où je collabore avec des gens, ou un moment où je fais un mood board pour une création, et je vais utiliser leurs produits. Et je l'utilise pour de vrai, parce que j'utilise en fait toutes les marques qui me contactent, c'est des choses que j'utilise au quotidien, ou alors dans lesquelles je crois, parce que sinon ça n'a pas de sens de faire une pub pour un truc qu'en fait tu n'utilises plus le lendemain, ou toute la vidéo tu dis « Oh j'adore ça quotidiennement, trop bien », et en fait le lendemain, c'est pas vrai. Ciao. Ouais. Milanote par exemple, je l'utilise tous les jours. Et ça me sert vraiment. Donc je suis trop content quand je peux collaborer avec des marques comme ça. Et on vient me contacter, donc ça c'est ce que tu dis effectivement. Mais par contre, il y a aussi moi qui allais démarcher. C'est-à-dire que je vais me faire une petite liste de choses que j'utilise au quotidien, des marques que j'aime bien ou qui sont dans mes valeurs. Et ensuite, je vais les contacter en expliquant, j'ai un concept de vidéo, ça va être ça. Et je vous propose tant, vous aurez ça en retour. Est-ce que ça vous intéresse de continuer, de collaborer ? Et j'ai eu franchement beaucoup de réponses sur ce genre de type de mail. Et ça m'a permis de décrocher. C'est Milanote, ça s'est fait comme ça. C'est moi qui suis allé les voir, plutôt que l'inverse. Et Asus, c'est l'inverse, c'est eux qui sont venus me voir. Donc c'est un petit peu aussi, un peu comme quand tu cherches des clients en freelance. Oui, moi je le compare totalement à la prestation de service. C'est ça, quand tu vas aller contacter une agence pour te présenter. Bonjour, je suis freelance, si vous avez besoin de mes compétences, n'hésitez pas. Là, c'est à peu près la même chose. Si vous voulez être sur ma chaîne YouTube, payez-moi, mais je vous ferai une bonne pub, ça à peu près pareil. Voilà. C'est ça, tu vends tes compétences, mais ta visibilité avec. Exactement. Et du coup, c'est souvent un combo gagnant. Ouais. Et les compétences, tu t'améliores au fur et à mesure des années. Pareil, avec le nombre d'abonnés, le nombre de vues sur ta chaîne, c'est quand même un énorme travail, ce qu'on disait juste avant, de développer tout ça. Et du coup, de pouvoir être rémunéré pour ça, c'est génial. Et moi, la grosse différence que j'ai vue avec des prestations de services en tant qu'illustratrice, c'est que, comme tu dis, quand tu démarches juste une agence en tant qu'illustratrice, où tu vas leur dire, voilà, si vous avez besoin d'illustration, coucou, je suis là. Là, tu vas en tant que, moi, Aurore Bay, avec mon audience qui est intéressée dans l'entrepreneuriat créatif et l'illustration. Et généralement, ils me laissent beaucoup plus de carte blanche. Surtout quand ils te contactent. Très smart. Donc, j'imagine que quand ils te contactent, ils ne te donnent pas un brief précis de ce qu'ils veulent. Ils te laissent un petit peu plus d'opportunités, plus de réflexion, dans le sens où ils attendent aussi que tu leur proposes quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ils sont dans l'attente du concept, c'est pour ça que c'est toujours une demande un peu ouverte. J'adore, moi. Et donc c'est cool parce que ça peut souvent corréler avec ton idée de ta prochaine vidéo. Tu trouves une manière de les intégrer intelligemment. Et c'est ça qui est bien, c'est que mais les marques l'ont compris aussi maintenant. Si tu donnes pas carte blanche au créateur, déjà de 1, c'est le créateur qui connaît le mieux son audience et qui sait exactement comment son audience réagit à tel ou tel propos. Et si on commence à modifier l'ADN même du créateur à cause d'une marque, là, c'est vraiment juste être un vendu, du coup. Oui, et puis même, ça marche pas sur la chaîne. Ouais, ça marche pas. Et après, tu reconnais même pas le créateur. Quand toi, tu regardes la vidéo, tu me dis qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce côté créatif que j'adore avec les réseaux sociaux quand tu fais des partenariats, c'est de proposer des choses qui te correspondent et pas juste répondre à un brief. Ouais, c'est vrai. C'est trop cool. Et c'est donc pour ça qu'il y a ce truc de client en freelance, quand tu es client vers prestataire. Souvent, ils arrivent avec un brief et c'est leur vision. Et dans YouTube, c'est l'inverse. C'est ta vision. Tu restes le client de cette marque, mais au final, c'est un peu ton client aussi. Ouais. Donc, c'est plus une collaboration. C'est de là que vient le terme, j'imagine. Oui, totalement. Mais c'est ça qui est intéressant. Encore une bonne raison de se créer un réseau social. Ouais, c'est ça. Rien que pour le côté créatif, au bout d'un moment, avec des marques, on est rémunéré pour faire des concepts qui nous plaisent, pour pouvoir en parler de la façon qui nous plaît. Puis bon, on va pas se mentir, c'est souvent des marques qui sont sympas aussi. Plus cool, tu montes en communauté, plus tu arrives à toucher des marques vraiment sympas. Et du coup, avoir des produits, même s'il faut les rendre après. Vous savez, tu vois qu'il fallait rendre l'ordinateur après. Ça dépend. Mais ouais, c'était un ordi très cher, donc oui. Ils avaient peut-être pas le don de produit plus le paiement. Bon. Ouais, mais déjà, tu as eu l'opportunité de le tester chez toi et tout. Je trouve ça vachement bien. Oui, ils te le prêtent. C'est trop cool, en vrai, d'avoir ces opportunités-là.
Trop bien. Bah, merci beaucoup du partage, Merci beaucoup de ta pour la transparence, de ton authenticité. Ça fait toujours plaisir. Merci. Et du coup, j'espère que vous avez pu voir un petit peu plus comment ça se passe du côté des créateurs sur YouTube, que ça peut potentiellement vous avoir donné envie de créer une chaîne. Si vous avez aussi envie de vous lancer sur YouTube en tant que créatif, c'est ce qu'on disait juste avant, il y a de la place pour n'importe quel concept, n'importe quel domaine créatif. Franchement, c'est une très bonne idée, surtout pour pouvoir pérenniser votre activité et développer vos différents canaux de revenus. Pour ça, il y aura la formation de Justin. Donc, pour l'instant, c'est la page de prévente. Vous avez le lien juste en dessous dans la barre d'information si vous voulez aller voir un petit peu tout ce qu'il y aura, tout le syllabus de sa formation. Je mets aussi en dessous tous les réseaux de Justin, donc sa chaîne YouTube, son Instagram, TikTok. TikTok aussi, ouais. Allez, mets ton TikTok. Allez. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir toutes les autres interviews de créatifs sur Créatonique. Et je vous dis à très vite. Merci Justin. Ciao, ciao. Merci à toi.